Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. De Gaulle et le gaullisme vu d'Italie. J'entreprends cet essai le jour même de l'élection de Nicolas Sarkozy, 6e président de la Ve République française. Presque 50 ans après la sortie de scène du général, c'est de nouveau l'un de ses héritiers qui conquiert le trône du monarque républicain. Une fois encore, les Cassandres ont été démenties. Non seulement celles qui pronostiquaient du vivant du général l'impossibilité d'un gaullisme sans De Gaulle, mais également celles qui n'ont eu de cesse que d'annoncer pendant ces 50 dernières années la fin imminente de la Ve République. Examiner l'histoire du gaullisme du point de vue italien peut être d'une certaine utilité pour mieux comprendre les raisons historiques de ces démentis répétés. C'est là, du reste, un exercice d'autant plus utile que la comparaison entre la France et l'Italie a été particulièrement conditionnée par un certain nombre de stéréotypes que je me propose de démentir. Selon l'une de ces vulgates, les processus constituants français et italiens ont décrit dans l'immédiat après-guerre des trajectoires parallèles qui ne se seraient différenciées qu'en 1958 pour cause de crise algérienne. Il n'en est rien, et il sera aisé de démontrer combien tant les phases constituantes et leurs présupposés historiques que l'évolution des deux systèmes politiques ont été des processus profondément différents. Il s'agit là d'un rappel utile pour comprendre pourquoi l'Algérie, qui a indéniablement constitué un élément nécessaire pour que la transition de la 4e à la 5e République réussisse, ne doit pas être pour autant considérée comme un facteur explicatif suffisant de la transition de 1958. Du point de vue historique, la transition réussie de 1958 ne peut se comprendre que si l'on tient compte de la transition manquée, qui regroupe les années du gouvernement provisoire, la naissance et la vie du Rassemblement du peuple français, RPF, et ce que l'on a appelé la traversée du désert. En précisant cette corrélation entre deux phases de l'histoire du gaullisme qui ont été trop souvent considérées indépendamment l'une de l'autre, y compris par l'historiographie française, il sera d'autant plus facile d'atteindre les deux autres objectifs de cet ouvrage. Tout d'abord, il s'agira de montrer pourquoi la naissance de la Ve République doit être considérée, du point de vue politique et institutionnel, comme un tournant non seulement pour l'histoire française mais également pour celle du continent. Ce préalable permettra ensuite d'aborder la question de la véritable nature de la droite gaulliste telle qu'elle se développa en France à partir de 1958, et d'expliquer pourquoi elle possède une capacité d'adaptation qui lui a permis de survivre à son fondateur, jusqu'à s'incarner dans le 6e président de la République fraîchement élu. Il est indéniable qu'une analyse portant sur la droite gaulliste doit tenir compte de la longue durée. Mais si l'on veut découvrir le véritable secret de son actualité persistante, son histoire doit aussi nécessairement être mise en étroite corrélation avec celle de la République, dont l'acte de baptême est marqué du sceau du gaullisme. Dans ce cas aussi, la comparaison avec une histoire différente, les rapports entre la droite et la République italienne, pourra nous fournir des informations et des points de réflexion qui avaient échappé jusqu'à présent à l'attention des historiens. 2. Les deux RESISTANCES. En se référant à l'évolution de la situation internationale de son pays, De Gaulle affirma en octobre 1946, quelques mois après sa démission du poste de chef provisoire du gouvernement, « Il nous faut bien considérer qu'en dehors de l'Italie, nous sommes le seul pays au monde à faire procéder l'autorité de l'État et l'ensemble des affaires publiques exclusivement des partis. Ce qui explique la pagaille de l'Italie et la nôtre. Ces points communs présumés ne se limitaient pas à la sphère des institutions. À l'époque, l'orientation idéale des formations qui prévalurent à la reprise de la vie démocratique de part et d'autre des Alpes accentua la ressemblance. Dans les deux cas en effet, les partis communistes, socialistes et démocrates chrétiens se présentèrent comme les principaux acteurs du moment. Des acteurs capables, par leur force électorale et organisationnelle, de renverser les hégémonies en vigueur avant les expériences autoritaires, celles des libéraux en Italie, des radicaux en France. Dès cette époque, au-delà de parallèles impressionnistes, la mise en place des deux républiques se fondait sur des présupposés assez différents. Pour le démontrer, il convient de partir de l'analyse des phénomènes de résistance qui sont à l'origine, selon la Vulgate, des nouveaux régimes. Le premier élément de différenciation à prendre en considération
réside dans le fait que la résistance française a été un phénomène à la fois beaucoup plus structuré et de plus longue durée que la résistance italienne. Elle débuta le 18 juin 1940, date de l'appel du général de Gaulle à Radio Londres, et acquit une double dimension, l'une interne et l'autre externe, qui développèrent entre elles des rapports incertains. Sur le territoire métropolitain, elle connut une progression différente entre la zone libre et la zone occupée. Elle eut une dimension militaire importante, et exerça de manière stable la souveraineté sur une partie du territoire national, ce qui lui permit en particulier d'élaborer une politique extérieure sous des formes officielles. En Italie, en revanche, il faut attendre l'armistice du 8 septembre 1943 pour qu'un phénomène structuré de résistance se développe. Avant cette date, il n'existait que des réseaux clandestins restreints, et la dimension extérieure de la dissension était réduite à des phénomènes individuels ou à la simple survie des vieux partis politiques en exil. Quand la résistance assuma par la suite une certaine consistance, elle se développa pour des questions de chronologie, quasiment uniquement dans la partie occupée du pays, prenant la forme d'une guerre civile. Quant à la dimension militaire de la résistance italienne, elle n'est pas comparable au phénomène français, tant du point de vue stratégique que numérique. Il est impossible de ne pas souligner, à ce propos, combien la présence et le rôle du général de Gaulle ont contribué à différencier les deux phénomènes. Il acquit au sein de la résistance française un leadership sur lequel la résistance italienne ne put jamais compter. Sa figure fut un élément unificateur décisif, tant pour souder la résistance militaire avec la résistance politique que pour trouver un accord entre résistance extérieure et intérieure. En outre, ce fut grâce à ce leadership fort que la résistance française put conquérir une souveraineté propre et surtout, jouer un rôle important au niveau international. Ces différences données pour acquises, nous pouvons désormais considérer les résistances italiennes et françaises en fonction de leur rapport avec les partis politiques. Au moins en ce qui concerne les débuts, il est possible de signaler une analogie, les partis eurent dans les deux cas un rôle mineur. En France, la résistance née en juin 1940 à Londres doit même être considérée comme un phénomène anti-parti et adémocratique. En Italie, l'historiographie met en évidence de manière toujours plus nette comme, à ses débuts, la résistance fut un phénomène lié à la sphère militaire et comment le concept de patrie ne lui fut pas étranger. Dans les deux cas donc, les partis n'affirmèrent leur hégémonie au sein de la résistance que dans un second temps, exploitant la durée. Un facteur dont on a vu qu'il était inégal d'une résistance à l'autre. En France, les partis ne s'emparèrent jamais complètement de la résistance et celle-ci connut un développement graduel et continu. La première étape de ce processus survint au cours de juin 1941 quand, à la suite de l'invasion de l'URSS par l'armée hitlérienne, les communistes entrèrent en résistance. Le second moment important, et à certains égards décisif, se situa à la fin de l'année 1942, lors du débarquement allié en Algérie et des accords qui s'ensuivirent entre le général américain Clark et l'amiral vichiste Darlan. Cette perspective, qui risquait d'écarter les gaullistes, contraint de Gaulle à effectuer une première ouverture décisive à l'égard des partis. L'exigence ne diminua pas lorsqu'à Alger, après l'assassinat de Darlan, les Américains voulurent confier au général Giraud la gestion des territoires libérés en Afrique du Nord. Dans la partie qui débuta pour le contrôle du pouvoir, de Gaulle joua la carte décisive de l'unité autour de sa personne du maximum de forces d'opposition à Vichy, et en tout premier lieu, des partis politiques ressuscités. Ce n'est donc pas un hasard si c'est précisément en mars 1943 qu'il conféra à Jean Moulin la mission de former sur le territoire métropolitain un Conseil national de la résistance, au sein duquel les vieux partis politiques commencèrent de fait à entamer les positions que les mouvements de résistance avaient acquises. Cette tendance s'accentua lorsque la capitale de la résistance se déplaça de Londres à Alger. La naissance de l'Assemblée consultative et la formation d'un gouvernement provisoire, par la suite reconnu, furent autant d'étapes de la consolidation du pouvoir des partis. En Italie, en revanche, le processus connut une accélération décisive après le retour de Togliatti. Ce fut alors que prévalut une conception médiane des comités de libération nationale, CLN. À mi-chemin entre celle de ceux qui, comme les catholiques et les libéraux,
voulait que ces organismes représentent un accord temporaire entre les partis en raison de l'urgence nationale, et celle de ceux qui, sous l'égide du Parti d'Action, voulaient faire des CLN les organismes du nouvel État, illustration de la rupture institutionnelle avec l'histoire précédente de la nation. Dans la vision communiste, et de Togliatti en particulier, la formule des CLN devait devenir l'archétype d'une conception politique et institutionnelle durable, se prolongeant donc au-delà de l'urgence. Fondée sur la rencontre entre les masses communistes et catholiques, cette conception prévoyait la cogestion du pouvoir grâce à l'association au sein du gouvernement des grands partis de masse, chacun d'entre eux représentant la projection d'un secteur précis de la société auquel un quota de pouvoir, proportionnel au segment social représenté, reviendrait de droit. Cette pénétration progressive de la résistance de la part des partis, qui connut la même direction de marche dans les deux pays, n'eut cependant pas la force d'annuler les différences génétiques entre les deux résistances auxquelles on a fait référence. Ceci est particulièrement clair lorsque l'on prête attention à la position que les forces de gauche occupèrent, par rapport à la légitimation de la résistance. Malgré tous les efforts réalisés par l'historiographie communiste française pour rétrodateur l'entrée du PCF dans la résistance, il n'a pas été possible de nier l'évidence. La résistance commença alors que le Parti communiste français était encore fortement conditionné par le fardeau du pacte germano-soviétique et pour cela, occupé à proférer des mots d'ordre pacifistes et anti-impérialistes. Afin de ne pas appesantir cette démonstration, on se limitera à souligner que la chronologie de la résistance en France, surtout à cause des compromissions de la période 1939 à 1941, ne concéda pas au PCF le monopole de la légitimation de la résistance. Même lorsqu'en janvier 1946, le général de Gaulle abandonna le pouvoir et sembla sortir de scène, l'existence d'une légitimité issue de la résistance différente et pouvant revendiquer une adhésion plus forte à la cause de la nation pesa sur la tête des communistes comme une hache. Aussi, au moment des choix imposés par la guerre froide naissante, la grande contribution offerte par le PCF à la résistance, en termes politiques et de vies humaines, ne le libéra pas de l'accusation de séparatisme, autrement dit de privilégier ses attaches internationales sur l'intérêt de la nation. Les communistes français, face aux grands choix qui opposèrent les intérêts de l'URSS à ceux de la France, en particulier la question allemande et plus encore, la guerre d'Indochine, reproduisirent des comportements politiques qui renvoyaient dans l'imaginaire collectif à leur attitude de septembre 1939 à juin 1941, une attitude impossible à oublier voire seulement à édulcorer. Mettre en évidence combien la situation du Parti communiste italien, PCI, fut différente sur ce point est un exercice presque banal. La chronologie différente de la résistance, soulignée précédemment, fut telle qu'en Italie, personne ne put mettre en doute la participation du PCI à la résistance dès ses débuts. La légitimité qui en dériva lui fournit une couverture, qui comprima largement les zones d'ombre et les ambiguïtés. Cette légitimation fut en outre facilitée non seulement par l'habileté politique avec laquelle les dirigeants communistes interprétèrent la partie de l'après-guerre, mais également par le fait qu'en Italie, des problèmes qui opposaient ouvertement l'intérêt de la nation et l'obligation internationale des communistes envers l'URSS ne se posèrent pas avec la même force et avec la même évidence qu'en France. Seule la question de Trieste fait figure d'exception, et ce n'est pas un hasard si elle représenta le principal moment de difficulté tactique et de dissension avec le Parti socialiste. Trieste, cependant, comparé aux contradictions des communistes français face aux problèmes de l'Indochine et à la question allemande, est une contradiction qui se consume en un laps de temps assez bref, se résolvant par la rupture entre Staline et Tito. Par la suite, et en particulier au début des années 1950, une telle contradiction sera même exploitée politiquement par les socialistes et les communistes, afin de mettre en évidence le prix national que l'Italie fut contrainte à payer en échange de la participation à l'Alliance occidentale, à savoir une reconsidération des exigences yougoslaves dans la région balkanique. Si l'on persiste dans la comparaison entre les scénarios politiques italiens et français de l'immédiat après-guerre, il faut également souligner l'attitude opposée de l'autre force de gauche. Les choix différents effectués par les socialistes de part et d'autre des Alpes ont des causes enracinées dans la politique et dans la culture des différentes formations.
Mais même en concentrant l'analyse sur le seul univers de la résistance, il apparaît tout de suite évident que la majorité des socialistes français ne fut pas disposée à oublier les choix communistes des années de guerre. Dès les premiers débats institutionnels de l'Assemblée consultative d'Alger, ils n'épargnèrent aucune allusion aux années noires. Ces allusions se transformèrent ensuite en attaques explicites, à partir du moment où le PCF et la SFIO, Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, soutinrent des blocs opposés. En Italie, en revanche, le PCI n'eut sur ce terrain pour ainsi dire qu'un seul adversaire, Angelo Tasca, diffamé pour ses prétendues compromissions avec Vichy. Et même si Tasca rouvrit le dossier 1939, après que Togliatti ait fait référence à lui avec mépris dans Contributo alla Psicologia di un ringato dédié à Ignazio Silone, une vraie polémique entre les deux hommes ne prit jamais consistance. Il est presque superflu de rappeler les conséquences de ces développements différents sur les partis socialistes dans les deux pays, au moment de l'entrée en guerre froide. En 1947, en effet, alors qu'en France, Ramadier chassa les communistes du gouvernement sans que cela ne compromette l'unité interne de la SFIO, en Italie, la fin du tripartisme vit le passage à l'opposition de toute la gauche et le renforcement du pacte d'unité d'action entre socialistes et communistes. La scission de Palazzo Barberini de janvier 1947 se présenta alors comme une tentative de rééquilibrage non décisive. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.